Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce point d'étape. Presque 9 mois après l'installation de la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire, c'était en février dernier, puis des travaux pendant 4 mois et l'adoption à la quasi-unanimité du rapport de cette commission d'enquête qui contient 50 recommandations. Et depuis cette adoption, en juillet, nous n'avons pas cessé, avec Violette Spielbout, de travailler, de continuer dans toutes les directions, à avancer avec un objectif très clair pour nous, celui de parvenir à la traduction en actes de la totalité de ces recommandations. Et ce matin, nous allons vous faire un point d'étape de là où nous en sommes. D'abord, vous présenter et vous annoncer la constitution d'un comité de suivi de ce rapport. Un comité de suivi que nous avons installé hier ici à l'Assemblée nationale, tous les deux, et qui est composé à la fois de représentants des victimes, de collectifs de victimes, de lanceuses d'alerte, de chercheurs que nous avons parfois auditionnés dans le cadre de nos travaux, constitué de représentants de la totalité des organisations syndicales représentatives des personnels de l'éducation, du public et du privé, et constitué des représentants de 2 grandes fédérations de parents d'élèves, la FCPE pour les établissements publics et l'Appel pour les établissements privés. C'est quelque chose d'inédit qui marque la volonté partagée de Violette Spielbout et de moi-même, non seulement de poursuivre notre travail, mais au fond de tenir une forme d'engagement que nous avions pris devant les victimes, devant les acteurs du monde de l'éducation au moment de nos travaux, d'aller au bout, d'aller jusqu'à l'application de nos recommandations, de changer les choses pour protéger les enfants. Et nous voulons remercier, nous voulons saluer la disponibilité de celles et ceux qui ont participé hier à cette réunion et qui se sont engagés avec nous à poursuivre le travail en s'accordant sur des grands objectifs que je vais laisser Violette Spielbout vous détailler. Oui, merci Paul et bonjour à tous. 3 objectifs que nous avons proposé de partager aux membres de ce comité de suivi qui a donc été installé hier soir. Premier objectif, faire en sorte que les 50 recommandations soient traduites en actes et soient mises en œuvre dans les plus brefs délais. Le deuxième objectif, c'est faire contribuer la société civile à notre mission de parlementaire, celle de contrôler le gouvernement, c'est-à-dire de rester exigeant, vigilant sur la mise en œuvre réelle des actions qui seront du domaine législatif, mais aussi qui sont du domaine réglementaire et notamment des différents ministères. Et puis, troisième objectif, poursuivre le travail de transparence. Et je veux m'arrêter un instant là-dessus. Vous le savez, vous l'avez suivi en tant que journaliste. Tout au long de la commission d'enquête, nous avons fait le choix avec Paul Vanier d'être transparent et régulièrement de rendre compte sur les choix que nous faisions, sur les constats que nous pouvions dresser des visites et des contrôles sur pièce et sur place, des auditions, et sur les perspectives sur la lutte contre les violences en milieu scolaire commises par des adultes, des enseignants, des personnels éducatifs sur des enfants. Et nous souhaitons poursuivre ce travail de transparence parce que ce sont hier les membres du comité de suivi qui nous l'ont dit. Cela a contribué à la libération de la parole. Le courage de certains devient un courage collectif. Et le fait que nous ayons travaillé ensemble pendant 5 mois officiellement dans cette commission d'enquête et que nous poursuivions sous le sceau de ce comité suivi un travail institutionnel au sein de l'Assemblée nationale transpartisan continue de donner espoir pour que les choses continuent de bouger. Il y a eu une amorce, un mouvement, et l'idée c'est d'envoyer un signal un signal d'encouragement à toutes celles et ceux, et notamment aux enfants. On est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant, d'oser parler et d'oser dire ce qui se passe lorsqu'il y a une violence de commise. Donc ces 3 objectifs, ils ont été largement validés par tous les membres du comité de suivi, qui souhaitent même parfois que nous puissions aller un peu plus loin que les 50 recommandations. Quelques points sortent depuis 4 mois qui peuvent être complémentaires dans la loi, dans les règlements.
Et nous avons ensuite partagé les avancées, notamment avec les ministères. Qu'est-ce que nous avons fait avec Paul Vannier auprès du gouvernement et des gouvernements? Nous avons souhaité présenter ces 50 recommandations au ministère de la Justice et de l'Éducation. Au ministère de la Justice, nous avons été reçus pendant plus d'une heure par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, avec son équipe pour travailler sur la mise en œuvre des recommandations qui concernent le domaine de la justice. Nous pensons en particulier à la plus grande fluidité de la transmission d'informations entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Justice, et notamment avec des adaptations potentielles de la loi de 2016 qui avait été portée par Najat Vallaud-Belkacem. Là-dessus, nous avons eu l'engagement d'avoir un appui technique, juridique, pour pouvoir écrire les éléments de la proposition de loi, ce que nous sommes en train de finaliser. Nous avons aussi sollicité le garde des Sceaux sur le suivi des signalements article 40 auprès des procureurs que nous avons fait, plus de 90 signalements dans plus de 50 départements en France, sur lesquels nous n'avions à date qu'une dizaine de réponses des procureurs de la République pour des plaintes prescrites ou non prescrites. Et donc le garde des Sceaux s'est engagé effectivement à solliciter l'ensemble des procureurs de France, de façon générale, sans instruction individuelle, pour que nous puissions avoir un état du suivi de ces plaintes et un retour aux députés de la prise en compte de l'importance et de la priorisation de ces dossiers, même s'ils sont anciens, de violences sur des enfants. Et puis enfin, il y a eu un engagement clair aussi sur le travail qui est entamé à l'Assemblée nationale. Vous le savez, le sujet de l'imprescriptibilité est une des priorités pour les victimes. Mais c'est un sujet extrêmement complexe qui divise encore les groupes politiques de l'Assemblée nationale. Nous avons réussi, dans nos recommandations, à avoir un point de convergence avec Paul Vannier et l'ensemble des députés sur la volonté d'aller vers l'imprescriptibilité des agressions sexuelles sur mineurs, mais cela nécessite un travail de fond, un travail qui ne se fera pas en un mois, un travail qui a été donc confié par la présidente Perrine Goulet de la délégation aux droits de l'enfant à une mission parlementaire qui a commencé le 15 octobre, qui a déjà commencé ses auditions et qui pendant plusieurs mois va avancer sur cette question de l'imprescriptibilité. Là-dessus, le ministre de la Justice a été clair, il est favorable à cette imprescriptibilité, il soutiendra les avancées en ce sens, mais cela nécessite un travail de fond. Nous avons aussi rencontré le ministre de l'Éducation nationale, c'est Paul Vannier qui va vous en faire le résumé. Oui, nous l'avons rencontré en ce début de semaine, là encore pendant 1h30 environ, avec plusieurs des membres de son cabinet pour une réunion de travail qui avait d'ailleurs préalablement été préparé avec son directeur de cabinet et plusieurs directeurs d'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale. Pour aller à l'essentiel de cet échange, qui était un échange précis, qui portait sur nos recommandations, d'abord nous avons ensemble constaté celles qui relevaient du domaine de la loi, et ce sera notre proposition de loi, nous y reviendrons, celles relevant du pouvoir réglementaire, et puis du pouvoir infraréglementaire, de la possibilité pour le ministre de l'Éducation nationale, par circulaire, par instruction, d'agir tout de suite, rapidement, pour mettre en œuvre 6 à 9 de nos recommandations. Sur toutes celles-là, le ministre, mais nous le laisserons évidemment s'exprimer et annoncer ce qu'il souhaite annoncer, a fait part en tout cas d'une approche favorable à ce que nous avons exposé dans notre rapport, même s'il peut y avoir des questionnements, notamment sur le plan juridique, relatif en particulier à la question d'un fonds d'indemnisation des victimes dont nous proposons la création. Mais nous avons senti d'abord une écoute, un soutien global au rapport, la prise en compte de la nécessité d'avancer rapidement en matière de lutte contre les violences en milieu scolaire, et le ministre de l'Éducation, comme le garde des Sceaux, nous a indiqué que ses services étaient à notre disposition pour avancer aussi dans la rédaction sur les aspects juridiques, légistiques de la proposition de loi que nous allons prochainement finaliser. Dans cet échange, nous sommes également revenus et nous avons, avec Violette Spielbout, insisté sur l'importance des moyens dont l'Éducation nationale doit disposer pour prévenir les violences et pour mieux contrôler les établissements afin de protéger les élèves. Dans cette perspective, nous avions ensemble, et avec l'appui d'une quarantaine de députés, issus de la quasi-totalité des groupes de l'Assemblée nationale, issus de 8 des 10 groupes de l'Assemblée nationale,
en dehors des deux groupes d'extrême droite, celui de l'UDR et du RN, déposé 5 amendements dans le cadre de la discussion budgétaire. 4 de ces 5 amendements ont été adoptés, votés par les députés en commission des affaires culturelles et de l'éducation et en commission des finances. Et parmi ces amendements, 2 notamment portent sur la création de 240 postes d'inspecteurs supplémentaires et un autre sur la création, dans un plan pluriannuel, de 5000 postes de personnels médico-sociaux qui jouent un rôle absolument majeur pour accompagner les élèves, pour entourer aussi les enseignants. Il s'agit de médecins scolaires, d'infirmières scolaires, de psychologues de l'éducation nationale, d'assistantes sociales qui sont en nombre insuffisant aujourd'hui, et cet amendement visait à la création de 5000 postes supplémentaires. Nous nous réjouissons du soutien d'une large majorité de députés en appui à ces amendements. Vous savez comme nous dans quelle situation l'examen du budget se trouve, avec probablement l'impossibilité que nous passions à la partie 2 du budget en séance publique, et avec beaucoup d'incertitudes sur le véhicule législatif qui, à la fin, permettra à notre pays de disposer, via des ordonnances peut-être, une loi spéciale peut-être, d'un budget. Mais donc nous avons interpellé le ministre sur l'importance que ce qui a été adopté par les députés en commission, et seulement en commission parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui en débattre en séance publique, se retrouve dans la copie finale, quelle que soit la façon dont elle aboutit à l'issue de ce processus. Enfin, vous dire, avant de répondre à vos questions, que ce travail aboutira, et aboutira aussi en lien avec les membres du comité de suivi qui vont contribuer dans les jours et les semaines qui viennent à la version finale d'une proposition de loi que nous allons déposer avant la coupure hivernale. Une proposition de loi qui reprendra une trentaine des recommandations de notre rapport, celles qui relèvent du domaine législatif, qui s'organisera en 3 grands axes. Un premier axe visant à reconnaître et à accompagner les victimes. Un second, à mieux prévenir les violences en milieu scolaire. Et un troisième axe, à renforcer les contrôles pour protéger les élèves, quel que soit le type d'établissement, public, privé sous contrat, privé hors contrat. C'était le périmètre de notre commission d'enquête, quel que soit le type d'établissement qu'ils fréquentent. Et nous insistons pour souligner ce travail qui se prolonge avec les membres du comité de suivi, y compris qui pourra conduire à, Violette Spielbout l'a dit, je veux le redire, à aller parfois un peu au-delà des 50 recommandations quand des sujets seront identifiés. Je donne un exemple, et dans la discussion d'hier, ce point était très convaincant. Ce rapport ne prend pas en question, par exemple, les lycéens de la voie professionnelle ou les apprentis qui, lorsqu'ils sont en stage ou en entreprise, peuvent être victimes de violences, et il s'agira de garantir aussi leur protection dans un moment qui correspond à un moment de formation pour eux. Peut-être juste un mot avant vos questions pour, à nouveau, comme on l'a fait ici à chaque fois que nous faisions un point d'étape sur les travaux communs de cette commission d'enquête, pour les victimes. On a une pensée, et on a été assez émus hier en comité de suivi pour les victimes de tous les établissements scolaires lorsque ces violences notamment étaient systémiques et faisaient partie de cette omerta qu'avec ce rapport nous avons participé à combattre. Une pensée pour elles parce que ce comité de suivi, c'est très important aussi pour la cohérence de l'action publique, pour la continuité de l'action publique. Nous sommes de parlementaires de bords opposés, mais nous sommes unis en transpartisan, en laissant les étiquettes de côté, parce que la lutte contre la violence faite aux enfants est une priorité, en particulier aujourd'hui, et il faut toujours en parler pour la combattre à l'avenir, et aussi parce que derrière nous, c'est toute l'Assemblée nationale qui s'est engagée sur ce sujet. Le fait qu'il y ait une mission sur l'imprescriptibilité, le fait que nos amendements aient été largement adoptés, montre bien qu'au-delà de la situation politique de notre pays, nous pouvons quand même avancer, et c'est très important pour maintenir la confiance avec la société civile qui aujourd'hui fait partie de ce comité de suivi et co-construira avec nous la proposition de loi et ses suites. Parce que ça ne s'arrêtera pas le jour où on dépose à la mi-décembre sur le site de l'Assemblée nationale cette proposition de loi, mais également après, parce qu'elle pourra continuer d'être enrichie, et nous aurons un travail pour qu'elle soit inscrite au débat
en priorité, début 2026, et que concrètement, elle puisse être votée au-delà de tout préjugé, de tout dogmatisme, dans l'intérêt prioritaire de nos enfants. Voilà, on est à vos dispositions pour les questions. Bonjour, Antoine Rousse, AEF Info. Est-ce que vous avez défini une récurrence pour les réunions de comité de suivi ou voilà, un calendrier ? Oui, on s'est donné un calendrier trimestriel. Donc aujourd'hui, très clairement, les membres du comité de suivi ont des devoirs à nous faire, c'est-à-dire qu'on leur a remis un squelette de la proposition de loi, celui qu'a expliqué mon collègue Paul Vanier, donc la reconnaissance, la prévention et le contrôle. Elle fait aujourd'hui une vingtaine d'articles. L'idée, c'est de ne pas faire de loi bavarde et de ne pas ajouter d'éléments qui seraient déjà aujourd'hui dans la loi mais qui ne seraient pas correctement appliqués. Il y en a beaucoup, par exemple, sur le dispositif des lanceurs d'alerte qui sont présents dans ce comité de suivi et dont le soutien est très important. Mais il est important quand même que chacun puisse contribuer. Donc c'est d'ici le 1er décembre, on va recevoir des remarques, des points à ajouter, des points de questionnement sur le squelette de cette proposition de loi qui est en cours de rédaction. Et nous la déposerons pour la mi-décembre. Et ensuite, première réunion, premier trimestre 2026 et chaque trimestre. Oui, bonjour, Mathilde Moirec à Mediapart. Je voulais savoir si vous avez eu des nouvelles auprès du ministre de l'Éducation, au Conseil, au comité observatoire des victimes, qui avait été évoqué en début d'année dernière. Et puis aussi une question sur les signalements. Vous en avez dit un tout petit mot, mais vous avez fait un certain nombre de signalements, si vous pouvez me rappeler le chiffre au moment de la commission. Est-ce que vous avez des nouvelles précises sur ces signalements, les suites qui ont été données? Alors sur les signalements, aujourd'hui nous en avons ensemble transmis 92. Ils portent sur 55 départements et vous dire que ce nombre augmente tous les jours ou toutes les semaines puisque nous n'avons pas cessé, y compris depuis la fin de nos travaux, de recevoir des signalements, des témoignages de victimes de violences physiques, de violences sexuelles, parfois portant sur des faits très récents. Je pense à un signalement qui renvoie à des faits de 2020 dans un réseau d'établissements catholiques que nous avons transmis il y a 2 semaines à des procureurs de la République, puisque ce réseau d'établissements dispose d'établissements dans plusieurs départements de France. À cette date, nous avons reçu 13 réponses des procureurs, à la fois de simples accusés de réception, parfois des réponses plus précises. Comme Violette Spielbout l'a indiqué, nous avons, au cours de notre échange avec le garde des Sceaux, insisté sur la nécessité d'avoir davantage de retours de suite donnés à nos signalements de la part des procureurs de la République. Et constatons que depuis cet échange, des procureurs de la République nous ont fait savoir quelles étaient les actions qu'ils ou elles étaient en train d'engager. Il y a encore du travail à faire, mais les choses semblent aller pour l'heure dans la bonne direction avec une prise en compte plus assurée, assumée des articles 40 que nous effectuons. Pour ce qui relève du Conseil des victimes, qui avait été évoqué par l'ancien Premier ministre François Bayrou, il n'avait pas trouvé de suite, non seulement après l'adoption de notre rapport, mais avant le départ de François Bayrou. Nous n'avons de notre côté pas eu de nouvelles sur cette perspective, même si nous avons entendu la haute commissaire à l'enfance, Madame El Haïry, évoquer dans une interview la perspective de cette création. Nous n'avons pas eu d'échange. Nous avions eu un échange avec elle, mais pas un échange avec elle sur ce point. Nous sommes tout à fait disponibles si elle souhaite en parler avec nous. Tout ce qui va dans l'intérêt des victimes, dans le sens de leur reconnaissance, va pour nous dans le bon sens. Bonjour, Anne-Jean Dussault de LCP. Sur la PPL à venir, vous dites début janvier que vous battrez pour qu'elle soit examinée. Dans quel cadre vous voudriez qu'elle soit examinée pour que ça aille le plus vite possible? Et sur la PPL des travails transpartisans, elle serait signée par l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale?
Alors c'est une proposition de loi, oui, que nous soumettrons au groupe de l'Assemblée nationale qui ont travaillé avec nous sur les amendements, sur le vote du rapport, puisque ce vote a été quasi unanime, il n'y a eu que quelques abstentions, aucun vote contre. Et cette proposition de loi, nous espérons qu'elle puisse être inscrite soit dans un temps transpartisan à l'Assemblée nationale, nous ferons le travail avec nos groupes respectifs pour que ça le soit, mais il y a aussi la possibilité qu'elle soit inscrite sur le temps du gouvernement, puisque c'est un travail que nous faisons de façon assez transparente avec les différents ministères. Nous allons aussi nous tourner vers le ministère de la Famille, de la Santé, puisqu'il y a des volets dans cette proposition de loi qui concerne la protection de l'enfance, et il nous semble nécessaire que ça aille le plus vite possible. Bien sûr, il y aura beaucoup de priorités si tout cela tient d'ici la rentrée 2026. Mais la protection de l'enfance, vous savez, quand on regarde les travaux qu'on a fait nous sur le sujet des violences scolaires, il y a eu aussi en 2025 beaucoup d'autres travaux parlementaires. Je pense à la commission TikTok sur l'impact des réseaux sociaux, le rapport de la commission d'enquête sur la protection de l'enfance, sur l'ASE. Et donc tout ça doit être mis en priorité par le gouvernement. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que la protection de nos enfants soit mise en priorité dans les débats parlementaires et donc par le gouvernement à la rentrée 2026. Oui, une autre question sur, vous avez sûrement lu la multiplication des affaires de violence sexuelle dans le périscolaire, à Paris mais pas seulement. Est-ce que ça rentrerait dans le champ de cette loi? Est-ce que ça rentre aussi dans les réflexions que vous pouvez avoir dans le comité de suivi? Alors ça ne rentre en tout cas pas dans le périmètre de notre rapport, puisque nous avions au départ, et c'était un choix douloureux, mais par souci de parvenir, d'aboutir, et dans un temps qui était contraint, nous avions limité ce périmètre à ce qui relève du scolaire, du temps scolaire, de la vie scolaire, et nous avions exclu la question du périscolaire, tout en ayant clairement à l'esprit, et nous l'avons constaté ensuite, que probablement les mêmes mécanismes et les mêmes problématiques dans le temps périscolaire pouvaient apparaître. L'actualité récente, tragiquement, malheureusement, en est la démonstration la plus éclatante. Nous sommes, nous, ouverts à aller un peu au-delà des recommandations de notre rapport, mais Vélez Pilbout l'a dit, nous visons aussi une forme d'efficacité. Nous devons écrire une loi relativement concise, comme parlementaire, et c'est une initiative parlementaire. Si nous parvenons d'abord à inscrire cet examen, cette loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ce sera une victoire, mais nous ne disposerons pas d'un temps conséquent, nous le savons, pour traiter d'un trop grand nombre d'articles, et donc nous ferons des arbitrages qui seront bien sûr aussi frustrants. Nous sommes modestes. Nous savons que cette proposition de loi, elle va répondre à beaucoup d'enjeux, elle va renforcer la protection des élèves si elle est adoptée, mais elle ne répondra pas à toutes les questions relatives à la protection des enfants et des enfants dans tous les temps de leur vie. Donc je ferai une réponse en suspens. Il s'agit pour nous d'examiner les choses pour être précis, de ne pas annoncer par ailleurs de ne pas faire ici des fausses annonces trop faciles sans qu'elles soient ensuite traduite des faits. Peut-être un complément sur la transversalité de ces violences dans les milieux institutionnels, qui est une réalité et qui a avancé à des rythmes différents selon ces institutions. Je pense notamment aux violences dans le milieu sportif, où il y a eu la mise en place du dispositif Signal Sport, qui nous a servi de modèle dans la proposition que nous faisons dans cette proposition de loi, avec un dispositif Signal Éduc. Comment signaler de façon indépendante une violence commise par un adulte sur un enfant, et que le suivi puisse être le plus efficace, rapide possible, et que le retour à celui qui a osé lancer l'alerte soit aussi concret. Mais l'on voit que ça peut être dans le périscolaire, ça peut être dans le domaine associatif de l'animation, notamment, je pense à l'animation centres sociaux, centres de loisirs. Donc effectivement, on sent quand même que les préoccupations d'efficacité des dispositifs de signalement et de contrôle sont transversales.
Et il me semble que là aussi, c'est au gouvernement de prendre les mesures efficaces là où elles fonctionnent. Si Signal Sport est en train d'être corrigé, ce que je crois pour les dysfonctionnements, les ajustements qui sont encore nécessaires, il faut que les dispositifs suivants dans les autres domaines puissent bénéficier de ces enseignements, qu'ils soient même peut-être identiques pour qu'il puisse y avoir des croisements. On peut très bien avoir un agresseur qui soit dans le milieu scolaire enseignant et qui soit par ailleurs investi dans une association qui encadre des enfants. Donc il faut favoriser la fluidité, la transversalité de ces procédures et il faut aussi qu'il y ait sur le contrôle d'honorabilité, par exemple, les outils qui soient les mêmes. Je crois que la haute commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, travaille sur ce sujet d'honorabilité en transverse également. Nous, ce que nous souhaitons dans la proposition de loi, c'est que tous les 3 ans, les personnels de l'éducation nationale, dans le public comme dans le privé, qu'ils soient enseignants ou encadrants éducatifs, puissent tous les 3 ans être vérifiés au titre de l'honorabilité, c'est-à-dire le casier judiciaire, le fichier FIJAES, et que ce soit systématique. Et donc ça vaut pour l'école, mais bien sûr ça vaut aussi pour le périscolaire. Bonjour Aurore, France Télévisions, je travaille pour France 3 Nouvelle-Aquitaine. Cette commission d'enquête a été créée à la suite des signalements faits concernant Bétarab. Est-ce que sur les 92 signalements, est-ce que vous pouvez nous détailler où se situe-t-il? Est-ce qu'il y a des établissements qui sont dans votre viseur plus précisément, et notamment région Nouvelle-Aquitaine? Alors, il se situe sur l'ensemble du territoire national. D'abord, peut-être constatons à travers cette information ce fait que c'est un enjeu qui concerne tout le pays. Ce sont des violences de masse qui, pendant des décennies, ont ravagé des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'existences. Et il n'y a pas de département qui surgisse de façon plus singulière qu'un autre. Il y a une part plus importante, bien plus importante, d'établissements privés sous contrat dans la masse de ces signalements, même s'il y a aussi des violences, nous l'avions constaté dans le cadre de nos travaux, dans des établissements publics. Nous ne les traitons pas, nous, ces signalements, de façon particulière lorsqu'ils nous parviennent. Nous les traitons tous de la même façon. D'abord en ayant un échange avec celles et ceux qui nous les transmettent, en leur demandant si ils ou elles souhaitent que leur identité soit communiquée au parquet. Le plus souvent, ces personnes l'acceptent. Parfois, ces personnes souhaitent rester anonymes. Nous respectons ces choix et nous transmettons les éléments qui nous sont fournis au parquet qui nous paraissent compétents pour les faits qui nous sont rapportés. Il n'y a pas, de notre côté, de regard particulier en fonction du type d'établissement, du département ou de la région d'origine. Et vous dire ensuite que puisqu'il y a un fait majoritaire qui renvoie aux établissements privés sous contrat, il peut y avoir, puisque la géographie de l'enseignement privé sous contrat dans notre pays a aussi des disparités. Il est plus présent dans l'ouest de la France, il est présent aussi par exemple dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour évoquer celui-là. On peut avoir ici ou là une fréquence un peu plus importante de signalements, mais je retiens moi que 55 départements sont concernés et que donc ces violences ont concerné l'ensemble de notre pays. Ce qu'on peut dire avec peut-être un exemple particulier, c'est que lorsqu'on fait un signalement au procureur de la zone, du département où il y a eu le signalement de ces faits, on en fait également copie au recteur de l'académie qui est concerné. Et ces signalements, ils ont, même si parfois nous on n'a pas une réponse immédiate écrite, y compris pour des questions de secret sur une instruction, ils ont parfois des effets immédiats. On a un cas de signalement sur une violence récente, 2020, pour lequel le recteur, à la réception de notre courrier, a immédiatement réagi. C'était un dossier classé sans suite par le parquet depuis 2020, a recontacté le procureur, a demandé la réouverture de l'enquête, a consulté les PV d'audition et a entamé une procédure de radiation d'une personne qui était encore en fonction. Donc, déjà pendant la commission d'enquête, je pense qu'il y a eu une vigilance particulière de la justice et des rectorats, mais actuellement on sent qu'il y a vraiment aussi un mouvement qui va, nous l'espérons, être concrétisé par des circulaires ministérielles. La circulaire que nous a
proposé d'écrire le garde des Sceaux sur ces questions à ces parquets et les circulaires du ministre de l'Éducation qui vont suivre cette commission d'enquête, donc là très prochainement, vont permettre aussi qu'il y ait une réactivité et une fluidité d'information quand c'est juridiquement possible pour que rien ne passe entre les mailles du filet. Et c'est bien ça, il y avait dans cette omerta à la fois des volontés, des gens que ça a arrangé de ne pas parler de ces violences, c'est ce qu'on a longuement documenté dans ce rapport, mais il y avait une action publique que nous combattons tous et sur laquelle nous appuyons à travers ces signalements. Bonjour, Viviane Morin pour Le Monde. Je voudrais revenir sur votre réponse au sujet du périscolaire. Là, vous venez de parler de problème de silo. Il nous a semblé, pour celles et ceux qui ont travaillé sur la question du périscolaire parisien, qu'il y avait eu à nouveau en fait, un problème de fonctionnement en silo, comme dans quasiment toutes les affaires que vous avez mentionnées dans votre rapport, où à chaque fois en fait, on se rend compte que le système de prédation, il est dans l'équipe des surveillants et que les enseignants ne le savent pas. À part Françoise Poulain, pour qui ça s'est terminé comme on sait, les enseignants ne voient pas les signaux, ne savent pas ce qui se passe à l'internat, qui est une zone de non-droit pour les prédateurs. Et il me semble que le dernier exemple en date, celui de Nantes du lycée Saint-Stanislas, est aussi un très bon exemple, où en fait il n'y a que les internes qui sont victimes. Donc c'est en fait, voilà, dans votre PPL, qu'est-ce qui permettra de répondre à ce problème de non-circulation des informations qui permet à la prédation de se perpétuer. Dans les exemples dont a parlé Mathilde à Paris, dans le 11e, il y a une école où c'est la directrice qui a écouté les enfants et qui a fait remonter les infos. Parce que le périscope était défaillant et que les animateurs, en fait, se sont protégés entre eux, plus ou moins. Enfin, c'est ce qu'on pense, on ne peut pas le démontrer, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, cette question, en fait, de la désenchaînité entre le périscope et l'ESCO, elle est au cœur du problème. Oui. Alors, je crois par exemple que notre proposition de création d'une cellule signal-éduc peut contribuer à venir briser des cloisons qui peuvent empêcher la circulation d'informations et permettre à des criminels de perpétrer leurs agissements dès lors que cette cellule est faite pour pouvoir être saisie par n'importe quel enseignant ou parent d'élève et pouvoir directement interpeller cette cellule nationale qui a ensuite la charge d'orienter le signalement vers le bon circuit de traitement et de garantir à la personne qui a signalé qu'il y a une prise en compte de son signalement. Cette cellule, elle permet d'éviter les effets de filtre, de blocage, de rétention qui peuvent apparaître à certains niveaux, parfois au niveau du chef d'établissement, pour des raisons diverses d'ailleurs, parfois à d'autres endroits, de façon à empêcher des phénomènes qu'on nous a encore décrits. Le pas de vague, par exemple, qui peut conduire à préférer taire et à maintenir une information à l'échelle de l'établissement jusqu'à donc mettre en danger des enfants. Cette proposition-là répond en partie au point que vous soulevez. Et puis après, il y a les enjeux transversaux de circulation de l'information entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Justice, c'est ce qu'évoquait Violette Spielbout sur les améliorations de la loi de 2016. Et je crois la question du caractère transversal des contrôles. Et que quand il y a contrôle dans un établissement, d'abord, il doit aborder tous les aspects de la vie de l'élève, le temps dans la classe, le temps hors de la classe. Et dans nos recommandations et dans le rapport, nous montrons que quand des soupçons ou des éléments apparaissent, le contrôle doit pouvoir s'étendre, en effet, jusqu'au temps du périscolaire, de façon à garantir que quelque chose n'échapperait pas à la vigilance de celles et ceux qui sont envoyés dans l'établissement. Encore faut-il qu'ils soient envoyés, encore faut-il qu'ils aient des compétences clairement établies pour pouvoir intervenir sans que leur action soit entravée ou qu'il n'y ait de tentative d'entrave. Encore faut-il qu'ils soient suffisamment nombreux. C'est la question des moyens que nous évoquions tout à l'heure. Et puis peut-être plus largement, dans votre question, cela fait référence à pourquoi certains se sont tus le sujet de la non-dénonciation. Notamment, je pense aux internats où tout se passe la nuit avec des surveillants qui ne sont parfois pas les mêmes et où l'information reste cachée pendant des années. Moi, lors d'une des réunions publiques de présentation de la commission d'enquête à Lille, il y a un professeur qui est intervenu du public
public et qui a dit mais de toute façon moi je sais tout ce qui se passe à l'internat, tout le monde le sait et de toute façon et c'était aujourd'hui, hein, il m'a dit de toute façon ça ne changera rien, si on le dit ça ne changera rien et on était en plein dans notre commission d'enquête, donc je suis allée le voir à la fin de la réunion publique, j'ai échangé avec lui ce qu'il m'a soulevé c'est que l'inefficacité de la justice, le sentiment d'impunité lorsqu'on fait un signalement crée de l'autocensure, de la résignation et en plus, lorsqu'on voit certains lanceurs d'alerte qui n'ont pas été soutenus par leur administration lorsqu'ils ont osé dénoncer un fait, osé dénoncer un collègue, ce qui est parfois très difficile, eh bien tout ça amène au repli sur soi et au fatalisme. Et donc, à travers non pas la partie législative, mais par exemple le suivi des signalements, le retour des informations à celui ou celle qui a osé lancer l'alerte, nous estimons que c'est aussi un encouragement vers la culture du courage. C'est un travail culturel qui va être long, mais à travers le travail de la commission de suivi, du comité de suivi, nous avons à la fois cette proposition de loi à écrire, mais aussi tout le reste, c'est-à-dire le suivi dans le temps, ne pas lâcher, montrer que lorsqu'il y a eu le courage d'une libération de la parole, soit de l'enfant, soit d'un proche pour dénoncer, il faut que derrière la société s'engage avec lui. Et ça vaut bien sûr pour les violences au sein de l'école, mais bien plus largement sur les autres violences faites aux enfants. Et donc, chaque fois qu'il y aura un cas où il y aura un suivi qui aura été efficace, ça sera un encouragement pour une autre dénonciation, un autre courage pour un autre enfant ou contre un autre agresseur. Dernière question peut-être. Oui, du coup, je rebondis un peu là-dessus parce que vous savez sans doute que l'effet de multiplication des plaintes et des signalements peut même conduire à ce que des plaintes très anciennes, en tout cas des situations très anciennes, viennent s'ajouter une pile insupportable, notamment en termes de moyens d'enquête. Donc voilà, la brigade des mineurs est débordée, c'est vraiment catastrophique de ce point de vue-là. Vous avez vu le ministre, vous êtes aussi à l'intérieur d'un débat budgétaire très très dur sur les moyens pour l'année à venir. Est-ce que vous avez eu des garanties sur un renforcement massif des moyens mis sur la protection des enfants dans le cadre judiciaire de la part du ministre? Et est-ce que ça ne va pas se heurter à ce fameux mur budgétaire qui est face à nous? C'est quand même une clé. Ça, c'est très décourageant pour ceux qui portent plainte de savoir que les procédures sont totalement noyées aujourd'hui entre le périsco, l'éducation privée, l'éducation publique. C'est un problème aigu, j'ai l'impression. C'est une réalité, vous avez raison. Nous avons eu une discussion avec le garde des Sceaux sur la priorisation des cas de violences faites aux enfants. Là-dessus, il s'est engagé dans les circulaires au parquet à réinsister sur la nécessité à la fois d'entendre et d'accompagner les victimes, de suivre les plaintes et même sur l'engagement qu'il avait pris en audition devant la commission de recevoir les victimes qui portent plainte aujourd'hui sur une plainte qui est même prescrite, dans laquelle l'agresseur peut être encore en vie et encore au contact d'enfants. Sur le sujet des moyens, il y a ce constat qui est également redit lors des auditions de la mission imprescriptibilité. On a assisté à quelques-unes de ces auditions et ça revient beaucoup, notamment de la part des syndicats de magistrats qui sont auditionnés. Il y a des moyens de la justice qui ont été votés en plan pluriannuel et qui augmentent chaque année, mais il n'y a pas aujourd'hui de solution miracle au-delà des sujets de budget. C'est le sujet de l'efficacité de la justice, du traitement des plaintes, de la modernisation et de la digitalisation des plaintes et bien sûr aussi des moyens en greffier et en magistrat pour accompagner la brigade des mineurs. On a insisté aussi sur le sujet de l'office des mineurs qui est aujourd'hui centralisé et qui avait normalement une vocation à se déployer sur les territoires. Là aussi, il y a un travail engagé sur lequel nous serons vigilants de liens beaucoup plus étroits avec les parquets. Aujourd'hui, les parquets ne saisissent pas facilement cet office central des mineurs, cet office national des mineurs, c'est ça? Je ne sais plus exactement le français. Et donc il y a encore beaucoup d'améliorations de dispositifs existants pour que la priorisation soit réelle. Donc voilà, on n'est pas rentré dans le budget de la justice lors de cet entretien. Je sais pas si tu veux... Non, mais juste sur ces questions budgétaires, je vous l'ai dit, nous vous l'avons dit, il y a un sentiment d'une réception qui pour l'instant est positive de la part du gouvernement sur notre rapport.
Mais tout ça devra se traduire en actes, et notamment en moyens. Et c'est vrai que sur ce plan, et notamment dans notre échange avec le ministre de l'Éducation et sur les moyens relevant du ministère de l'Éducation, qui ne sont pas les mêmes que ceux que vous évoquez, nous sentons que c'est à cet endroit-là que paraissent des difficultés pour le gouvernement. De notre point de vue, l'Assemblée nationale s'est exprimée. Nous avons fait le travail, elle a de façon très claire voté, adopté des amendements, et nous serons très exigeants sur cette question des moyens. Beaucoup de ce que nous proposons ne relève pas d'enjeux budgétaires, mais une partie, et une partie essentielle, relève de ces questions, la présence humaine, des personnels qualifiés, formés, et la question de la qualité des contrôles, de la qualité des enquêtes, de la qualité de la prise en charge de ces questions, elle passe aussi par des enjeux de formation, donc là encore par des questions de moyens. Nous serons très attentifs sur ce plan également. Merci à toutes et à tous pour votre présence et évidemment nous allons continuer à vous tenir informés, notamment nous vous présenterons notre proposition de loi dans quelques semaines, donc quand nous l'aurons déposée. Merci à vous.